Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Jusqu'en cette fin de XVIIIe siècle, faire le voyage de Paris à Tours relève de la gageure. Jusqu'à Orléans, la route royale ne présente pas de difficultés majeures. Par contre, la suite tient de l'aventure. Après bien des routes cahoteuses, l'arrivée sur Tours, en Indre-et-Loire, est une apothéose. S'aventurer sur le pont de Eudes, bâti en 1044 et depuis maintes fois rafistolé pour franchir la Loire, s'avère plus que périlleux. Le roi Louis XV décide donc de remédier à cette situation. La ville de Tours s'en sortira transfigurée. Mais quel chantier ordonne-t-il exactement dans cette belle ville de Tours ? Cédric Delaunay, professeur agrégé d'histoire, va répondre à cette question et à bien d'autres encore. Bonjour Cédric Delaunay. Bonjour Éric Labaille. Donc la ville de Tours, il n'aura échappé à personne, se situe sur des axes routiers très importants et dont l'origine remonte à la plus haute antiquité. Oui, c'est un grand axe qui mène de la région parisienne, pour employer un terme contemporain, en direction du sud-ouest et donc qui a été relayé notamment avec la christianisation comme chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle via la basilique Saint-Martin, bien sûr, qui est une étape importante pour les pèlerins. Et en parallèle, vous avez bien sûr le croisement avec un fleuve qui était le moyen principal de déplacement, sa rapidité et la capacité à transporter de fortes charges jusqu'à l'invention du train au XIXe siècle. C'est bien le côté paradoxal de la ville de Tours, qui est située sur un axe nord-sud, mais cet axe nord-sud est barré par une barrière relativement difficile à franchir. Difficile à franchir parce que la route de Paris-Tours, on doit faire d'abord Paris-Orléans. Alors Paris-Orléans, ça va. Route pavée, route royale. Ça va. Franchir la Loire-Orléans, c'est déjà un peu compliqué. Ensuite, il faut passer par la rive sud jusqu'à Blois. Sauf qu'arrivé à Blois, on ne peut pas continuer sur la rive sud pour aller jusqu'à Tours. Encore aujourd'hui, c'est des petites routes, c'est assez compliqué, hein. C'est pas un urbanisme La facile. route de Chaumont. Ouais, la route de Chaumont, c'est pas une route très facile. Donc il faut refranchir la Loire pour gagner le nord, hein, la rive droite, et ensuite cheminer le long de la Loire, et donc arriver aux alentours de Tours, repasser la Loire une troisième fois par ce fameux pont de Eudes. Alors ce pont de Eudes, construit en 1044, a lui-même remplacé un pont qui avait été construit en 400 au Bas Empire. Et ce pont avait joué pendant toute l'époque médiévale et pendant toute l'époque moderne un rôle essentiel de franchissement de la Loire. Alors Eudes en 1044 avait donné des franchises afin de favoriser le transport. Alors c'était un pont en bois avec certains passages en pierre. Et c'est bien sûr un endroit stratégique qui fut au centre de tous les conflits, notamment ceux du début du XIIIe siècle, hein, les affrontements entre Plantagenets et Capétiens, et était gardé au bout par le château de Tours, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que l'on peut voir aujourd'hui. Et donc c'était un lieu d'affrontement. Alors vous rajoutez les dégâts humains, les dégâts naturels causés par les crues de la Loire, les étiages avec les remontées d'eau brutales qui fragilisent les piles des ponts. Donc, quand on est au XVIIIe siècle, le pont de Eudes, c'est vraiment du rafistolage, hein. D'autant que ce pont ne devait pas avoir un débit énorme, il ne devait pas supporter des charges considérables. Non, 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 il fallait vraiment être prudent, hein. Il fallait vraiment y aller doucement, et là, c'était vraiment un vrai point de blocage. D'autant plus qu'il y a un dernier problème, c'est que quand on se dirige vers le sud, une fois qu'on a franchi les remparts et les portes fermées, l'orientation du réseau viaire est un réseau est-ouest. Pourquoi? Parce que l'histoire de Tours, Tours est une ville de création récente du XIVe siècle. Tours avant c'était deux villes, la cité d'origine romaine et de l'autre côté le bourg Saint-Martin, Martinopolis, enfin appelez-le comme vous voulez, qui était né autour du tombeau de Martin et de la basilique Saint-Martin.
Et donc, on avait une série de voies est-ouest qui reliaient ces deux pôles. Et donc, quand la ville est emmurée, à partir de 1356, dans la bonne ville de Tours, tous les axes sont est-ouest. Donc, vous arrivez par le pont, et là, vous embarquez par ce qui est aujourd'hui la rue du Commerce ou la rue de la Sellerie, alors ce qui sont des rues qui sont déjà relativement étroites, 5 à 7 mètres. Il faut imaginer que ces rues sont extrêmement encombrées, il n'y a pas de trottoir, donc les hommes, les animaux en déambulent, vaches, chevaux, les charrettes, les étals des magasins qui dépassent assez largement font que traverser Tours, c'est la croix et la bannière. C'est extrêmement compliqué et on a des descriptions effectivement de ces passages dans des rues boueuses, il y a très peu de rues pavées, c'est vraiment désastreux. Et donc le fait d'envisager de changer le franchissement de la Loire, de le moderniser au XVIIIe siècle, va s'accompagner d'une remise en cause totale de l'urbanisme tourangeau. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de ce constat, hein, qui est catastrophique, il y a la volonté de modernisation. Alors on le voit dès, Henri IV. Alors, Henri IV, fait construire à Tours une espèce d'enceinte complètement surdimensionnée, qui ne correspond pas du tout aux dynamiques, démographiques et économiques de la ville, qui a connu, bien des déboires, notamment avec les guerres de religion et beaucoup de protestants qui sont partis de la ville, ce qui, va donner à Tours ce nom de la Belle Endormie, pendant tous les XVIIe et XVIIIe siècles. On a une espèce de grande coquille vide dans laquelle il n'y a pas grand-chose. Il faut attendre, en fait, la deuxième moitié, du XVIIIe siècle où émerge dans la noblesse une noblesse éclairée. Une noblesse, qui, même si elles sont condamnées officiellement, se frotte à la philosophie des Lumières, qui ne se résume pas à une vision, de changements politiques ou sociétaux qu'on garde souvent, Mmh. notamment en cours. Voilà, on résume toute cette pensée-là à la volonté de réforme profonde de l'État, ce qui est vrai. Mais il y a au-delà de ça une volonté d'amélioration des conditions économiques, sociales, matérielles des gens et la noblesse va être particulièrement sensible, partie, à, ce discours. C'est le cas, par exemple, de 2 intendants qui vont être au cœur de la rénovation et du projet de rénovation de Tours. Le premier, Gaspard Charles César de l'Escalopier, qui fut intendant de Tours de 1756 à 1766 et plus connu, son successeur, François-Pierre du Cluzel, qui a donné son nom au centre du Cluzel, hein, aujourd'hui à Tours, qui fut, intendant de 1766 à 1783. Alors ces 2 hommes ont impulsé la politique voulue par le roi d'aménagement, du territoire de Tours. Alors aménagement, mais radical, qui Oui, va parce qu'il ne s'agit pas seulement de franchir la Loire, c'est vraiment un projet global dans c'est ce un cas-là. projet global. En fait, c'est le cœur d'un projet global de rénovation, urbaine. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors ça a commencé par, l'aménagement de la chaussée de Grandmont. Alors plus au sud, attention, au Grandmont aujourd'hui on est au cœur de la ville. Il faut s'imaginer que Tours, la muraille passait par aujourd'hui ce qui est le boulevard d'Orteloup et le boulevard Béranger et ce qu'on appelle la place Jean Jaurès, c'était la place des portes de fer. Qui porte bien son nom, il y Mmh. avait des portes de fer qui bloquaient la ville. La ville se détermine comme un lieu emmuré, ceint par une muraille, avec des portes qui permettent d'ouvrir et de fermer, la ville. Est-ce qu'on a déjà le développement de faubourgs à l'extérieur de ces murailles? Alors il y a pas de développement de faubourg parce que c'est la Belle Endormie et justement, alors il y a quelques villages, mais qui sont indépendants. Par exemple, au sud de cette limite, sud de la ville, c'était la le village de Saint-Étienne, qui courait en fait dans aujourd'hui ce qui est les prébendes et qui allait jusqu'au Cher. Le village de Saint-Étienne, c'était moins de 1 500 personnes. Ah oui, c'est, Donc c'était des fermes totalement dispersées, c'était vraiment la campagne. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone qui est une zone marécageuse, qui lorsqu'il y a des inondations, vous avez des remontées d'eau. Notamment, vous avez le ruisseau de l'Archevêque, etc. Donc, il faut imaginer que c'est une zone qui est marécageuse, peu propice au développement urbain. Et donc, c'est pour ça qu'une voie pavée et surélevée est mise en place, ce qui va devenir l'avenue de Cramont, et que des ponts sont mis en place à partir de 1758. Les 2 ponts sur le Cher sont jetés entre 1765 et 1779 pour passer au-delà.
Hem, Oui, parce qu'en plus de la Loire, ah on n'y oui, pense pas, mais on a encore d'autres coupures humides, comme diraient les militaires, d'autres, rivières qui freinent le déplacement en direction du sud. oui, surtout qu'au sud, en fait, vous arrivez en bas, de Grammont, bah, il faut monter. Ah oui. Il faut franchir cet obstacle. Alors ça paraît pas grand-chose. Aujourd'hui, on prend la côte de l'Alouette, juste, voilà, on monte Mmh. ça vite fait. Ah, sauf qu'à l'époque, c'est un vrai obstacle, à franchir. Sauf que l'obstacle le plus difficile à franchir, c'est bien sûr, la fameuse tranchée, coteau. Alors la tranchée, bah, au sens propre du terme, on a tranché, on a coupé le coteau pour, organiser, un axe routier, qui soit d'une pente raisonnable. Donc ça a été un travail qui s'est fait entre 1765 et 1779, où on a creusé effectivement, ce coteau sur la rive nord afin de préparer l'entrée sur ce nouveau pont. Alors ce pont, il est tout à fait révolutionnaire. Aujourd'hui, on le regarde, pont Wilson, hein, aujourd'hui, pont Royal à l'époque. On le regarde, ouais, bon, c'est un joli pont, bon, point. Sauf qu'à l'époque, attention, il est d'une conception totalement révolutionnaire. Vous avez un tablier plat de 440 mètres de long, soutenu par 14 piliers. C'est une conception, à proprement parler, révolutionnaire. Jusque-là, les ponts sont des ponts en forme de V, voilà, très aplati, Oui, comme ce qu'on voit à Blois, par exemple, le pont Jacques-Gabriel. Et, avec une seule volée en fait, voilà, une avec grande volée, ouais. une grande volée. Et là, c'est totalement révolutionnaire et ça permet effectivement, alors construit en pierre, alors là, il y a un gros, gros travail, hein, et le pont est livré à la circulation en 1779. Sauf que, si on reprend un peu ce que j'ai dit avant, vous avez un pont tout neuf, de grand gabarit, très large, hein, qui a le même gabarit qu'aujourd'hui, hein, c'est un pont malgré tout, c'est des boires dont nous parlerons On en peut-être après, reparlera. on en reparlera bien sûr après. Heu, sauf que vous arrivez sur quoi? Bah, sur une muraille et un réseau de voies qui est est-ouest. Oui, parce que ce pont est en prise directe avec la tranchée, donc un axe rectiligne qui mène du nord et qui facilite la circulation, puisqu'il est rectiligne et qu'on aboutit directement sur le pont. Et en sortant du pont, en débouchant du pont sur la rive sud, la rive gauche de la Loire, on tombe sur des murailles. Voilà, on tombe sur des murailles et un réseau de routier qui est est-ouest et donc qui convient pas du tout. Alors pour ça, on va s'appuyer sur une rue qui était la seule rue d'orientation nord-sud, qui est la rue de Traversène, mais qui était une rue, très tortueuse, en terre, peu pratiquée, tout compte fait, parce qu'elle était peu utile pour la population. Et là, il y a un travail qui est mis en place afin d'assurer l'expropriation des, ceux qui possédaient la terre, des maisons, qui s'y trouvent, afin de déblayer un grand axe nord-sud qui va devenir la rue nationale. Alors attention, petite erreur, la rue nationale n'est pas aussi large, que ce qu'elle présente dans sa partie nord. Il faut imaginer que la largeur de la rue nationale, c'est celle que vous voyez à partir de la rue Émile Zola jusqu'à Jean Jaurès. Donc c'est une largeur qui aujourd'hui nous paraît, banale, mais à Ouais. l'époque, c'est déjà quelque chose de grand gabarit. Si vous regardez la largeur de la rue nationale dans sa partie sud par rapport aux axes est-ouest, rue Colbert, rue du Commerce, rue de la Série, vous voyez qu'il y a un écartement, beaucoup plus important qui va faciliter la circulation, des hommes et des marchandises. Il y a aussi le désir d'avoir une certaine harmonie des façades, afin de donner un cadre, assez spectaculaire. Et au 19e siècle, si on parle du Petit Paris, c'est pas un hasard, c'est qu'effectivement vous avez une rue qui, par l'alignement de ses bâtiments, alors qui n'est pas aussi restrictif que Haussmann, hein, présente des qualités urbanistiques, tout à fait nouvelles, dans la France du 18e siècle. Vous parlez d'Haussmann, c'est effectivement, les travaux entrepris à Tours ne sont pas sans évoquer ceux du baron Haussmann à Paris sous le Second Empire. On est déjà dans une vision finalement assez pragmatique de l'espace urbain, où le rectiligne est de toute évidence plus efficace pour le transport des hommes, des voitures, le déplacement des hommes, des voitures, ou le transport des marchandises, que les rues tortueuses héritées du Moyen Âge, c'est évident. Voilà, c'est là que c'est vraiment une planification urbaine et une planification de la voirie qui répond à 3 critères: utilitas, venustas et firmitas. Ce qui veut dire, Ce qui veut dire, alors utilitas, c'est faire une route utile, c'est faire un urbanisme utile. Comme vous le disiez, faciliter la circulation des hommes et des marchandises. Venustas, le désir effectivement d'harmonie visuelle pour donner à voir un paysage urbain qui soit un paysage urbain agréable. Enfin, firmitas, une ville plus saine. C'est-à-dire que ces grands travaux s'accompagnent de travaux, souterrains. On voit la mise en place, d'égouts,
on voit la mise en place d'un réseau de fontaines publiques qui existait déjà. Il y avait quelques fontaines publiques, mais là, on voit se développer un réseau de fontaines publiques afin de faciliter l'accès à une eau potable. La rue Royale, actuelle rue nationale, est pavée et ses abords également sont pavés. On voit également le développement de l'éclairage public qui s'étend considérablement. En 1770, on compte ainsi 213 réverbères. Considérable. Ah oui, c'est considérable, qui sont censés apporter plus de sécurité aux gens. Alors c'est un grand débat. Est-ce que si on met une lumière ou une caméra de surveillance, est-ce que ça rend l'espace plus sûr pour un ou non? Enfin, c'est la période pendant laquelle les cimetières urbains sont progressivement repoussés aux marges de la ville. C'est là que Ça naissent. annonce l'hygiénisme du 19e siècle avec la volonté d'éloigner la cité des morts de la cité des vivants. Oui, surtout que bon, surtout à Tours où il y a des remontées d'eau, c'était Ouais, pas tous les jours très agréable. on imagine. Donc on voit l'expulsion des cimetières en dehors de la ville, l'expulsion des abattoirs également en dehors de la ville. Donc une ville beaucoup plus saine. Et donc ce changement urbanistique radical, effectivement, annonce tout ce que l'on va voir au 19e et qui trouvera son parachèvement, du moins théorique, avec un Haussmann, puis avec un préfet poubelle, etc., où on a une ville qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus efficace, aussi d'un point de vue économique. Grandes dates de nos régions. Un podcast ici en région. Alors en termes d'efficacité, le changement de circulation dans la ville de Tours, les capacités de franchissement de la Loire vont avoir des répercussions largement au-delà de la ville de Tours elle-même, puisque c'est un véritable nouvel axe routier qui va se dessiner en passant par Vendôme, et qui annonce plus tard la fameuse National 10. Nationale 10. Donc la Nationale 10, oui, alors on l'a oublié aujourd'hui avec le tram, mais la rue nationale était la Nationale 10. Et donc on avait jusqu'à une date très récente des embouteillages absolument colossaux, notamment avant que l'autoroute permette de délester une partie du trafic. Mais il y avait des embouteillages, notamment les week-ends de grand départ, les week-ends de vacances. Il faut imaginer les embouteillages géants qui parlaient bien avant la tranchée, qui finissaient bien après l'avenue de Gramont, et des moteurs pétaradants et fumants dans la rue nationale. Et on remettait ça à Montbazon. À rebelote avec le Voilà. fameux feu de Montbazon, mais là, je crois que le problème n'est pas encore réglé. Dans une moindre proportion quand même. Hein. Ouais. Et donc, ce pont a quand même une histoire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de ponts qui sont autant écroulés que celui-ci. Oui, alors justement, j'allais en parler. Donc, une fois que le pont est en place, une fois que le réseau routier a été transformé, une fois que Tours a pris une substance, une importance nouvelle, l'histoire de ce pont est très loin d'être un long fleuve tranquille. Ouais, loin d'un fleuve tranquille. 1790, premier écroulement. Ensuite, bien sûr, il y a eu le 1940. Ça devient un endroit stratégique. Et le génie français, mais vous allez mieux en parler que moi, décide de faire sauter le pont en 1940. Oui, alors j'ai une citation qui me vient à l'esprit, mais elle n'est pas très. C'est de la 7e compagnie, hein, sur faire sauter le pont. C'est autre chose. Ben Bleu oui, sur bouton bleu. voilà, exactement. Oui, si je connaissais le. Bref. Bref. Donc oui, en 1940, la Loire apparaît comme le dernier rempart à l'invasion allemande, et il faut faire sauter les ponts. Alors avec des chances plus ou moins égales, hein, on parvient à faire sauter certains ponts, d'autres comme celui de Port-Boulet vont résister. Et effectivement, Tours est au cœur des combats, ce qui va avoir des conséquences funestes sur la ville elle-même, puisque ça va se solder par un incendie de la ville de Tours. Ce qui explique, j'en parlais tout à l'heure, de la largeur de la rue nationale, ce qui explique que la partie nord de la rue nationale soit beaucoup plus large que sa partie sud. C'est qu'en fait, quand on a reconstruit Tours, du moins sa partie entre la Loire et la rue Émile Zola, lorsqu'on a reconstruit dans les années 50-60, on a décidé d'affecter une largeur beaucoup plus importante afin de faciliter la circulation des humains, parce que tout compte fait, le trottoir dans sa partie sud est relativement étroit. Oui, Les deux effectivement. trottoirs de part et d'autre de la voie urbaine. Et donc, passé la Seconde Guerre mondiale, passé les reconstructions, un événement. Le 9-10 avril 1978, tous les Tourangeaux s'en souviennent, ou du moins on a entendu parler pour les plus jeunes d'entre eux, l'effondrement du pont Wilson, un effondrement particulièrement spectaculaire parce qu'il a été pris en photo, et donc c'est
à fait surprenant. Heureusement, un dimanche, heureusement, pas de victimes, mais des dégâts colossaux, puisque sur le tablier de ce pont étaient accrochées les conduites d'eau, et donc Tours a été privé d'eau pendant plusieurs semaines, et donc ça a été tout un périple afin de reconstruire ce pont. On a dû mettre en place des ponts militaires, hein, des ponts Les bélés, ponts bélés. pour assurer la circulation, et ça a été un véritable défi de reconstruire ce pont. Et au passage, rappelons une anecdote. Il y avait un groupe qui a fait une chanson, c'était le groupe Cristal, qui s'appelle La Complainte du pont de Pierre, afin d'avoir des fonds pour reconstruire le pont de Pierre. Et parmi les chanteurs, le chanteur de ce groupe Cristal s'appelait Bernard Campan, un inconnu Ah, appelé à devenir plus connu par la suite, hein. et donc la petite histoire rejoint la grande, et donc ce pont qui finalement aujourd'hui sert encore, par contre on a changé un petit peu son affectation. Oui, son affectation aujourd'hui, on voit que la Loire, qui avait perdu de son importance avec le train, la Loire qui était le cœur de Tours. C'était une ville fluviale, et donc il y avait tout un tas d'activités qui s'est développées autour de la Loire. Source d'eau, source de trafic commercial, source également, pour les bains publics, toutes ces missions-là ont progressivement été éliminées par la modernité technique, du train jusqu'à l'automobile. Sauf que là, on voit les villes reconquérir leurs fleuves, reconquérir leurs berges, notamment quand ils sont aussi beaux, et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quand même pire. Et on voit de nouvelles tâches qui sont affectées à cette zone. Alors, des zones récréatives, la Les guinguette, guinguettes, hein. interrogation, point de baignade, etc. Et les ponts, qui deviennent des lieux emblématiques, ne sont plus ces lieux de passage massif de circulation automobile, mais sont affectés à des transports plus doux. Et on voit effectivement les vélos, le tramway, qui ont complètement changé le visage de ce pont, qui aujourd'hui est totalement interdit à la circulation automobile. Donc en deux temps, une fois avec Jean Germain, une fois avec Emmanuel Denis, où on a arrêté la circulation, ce qui en fait un lieu qui est devenu un lieu convivial, un lieu de rencontre, et un endroit où les Tourangeaux peuvent prendre aussi la fraîcheur. Donc adieu les grands embouteillages des années 1950-1960, maintenant place à l'espace, à la respiration et à la promenade sur ce pont Wilson, ce pont de pierre. Donc on l'a vu, l'histoire n'a pas été forcément linéaire. Je vous remercie beaucoup, Cédric Delaunay, pour avoir posé un pont entre le passé et le présent, hein. Merci pour cette intervention, merci pour ce rappel de ce patrimoine considérable de la Touraine en général et de la ville de Tours en particulier. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre des grandes dates de Touraine, qui est disponible dans toutes les maisons de la presse et bientôt toutes les librairies. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, Cédric Delaunay. Merci. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.